Bonjour, vous écoutez Lifetide, le podcast qui vous parle Windows, Microsoft Store et 3 ans d'âge. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 juillet 2020 et c'est l'épisode 187 de Lifetide et pas le 157. Aujourd'hui, ils sont deux avec moi, il y en a un qui a réussi à avoir une webcam aujourd'hui. Bonjour Cassim. Bonjour, du coup je peux faire bonjour avec la main, c'est incroyable de technologie. C'est ça. Et il y a celui qui n'a pas réussi à mettre sa webcam sur son ordinateur, c'est Flobo. Salut Flobo. Salut, mais c'est votre faute, vous avez changé toute l'architecture pendant que j'étais pas là. C'est ça, tu pars faire du Blazor et nous on continue à évoluer, à travailler, à avancer, donc qu'est-ce que tu veux? Allez, on a franchi le pas. Ah, Cassim, tu passes à l'écran. C'est pas grave. On enregistre le soir, voilà. Allez, oui, on enregistre le soir, on est le 2 juillet, ça commence à fatiguer un petit peu. Moi, je vous propose, sans plus attendre, d'attaquer avec la première partie. La première partie, les news Microsoft et Store. Alors, pour cette première news, Cassim, il me semble que Florian aussi va être déçu. On a entendu parler il y a quelque temps de l'ouverture du Microsoft Store à Londres. Je crois que c'était le 1er juillet ou le 19 juillet 2019, quelque chose comme ça. Florian, tu n'y étais pas pour l'ouverture, mais tu y allais peu de temps après, si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis passé vite fait une fois, et donc ma seule fois, j'imagine. C'est ça. Et donc, on a appris quand même que Microsoft allait fermer ses activités de vente, de magasins dans ces zones-là. Donc, ça n'a pas duré longtemps, d'où la règle des 3 ans que Christophe, notre camarade Christophe, avait instaurée. Si tu passes pas les 3 ans chez Microsoft, tu risques d'être supprimé. Donc là, pour les stores, c'est mort pour certains. Alors, Cassim, tout n'est pas mort, c'est pas la fermeture complète des locaux comme moi j'avais pu comprendre au premier abord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui va se passer pour ces magasins? Oui, d'abord c'est une bête histoire d'homonyme comme on en trouve trop souvent dans les journaux à la rubrique faits divers. On avait demandé à ce que Microsoft cible le Microsoft Store. Microsoft a ciblé les Microsoft Store, même non, pas la bonne cible malheureusement. Donc on garde la boutique d'applications toujours buggée 5 ans après la sortie de Windows 10, mais on perd donc les boutiques de Surface, de Xbox et de logiciels. En fait, non, oui, donc comme tu disais, donc ils vont fermer l'essentiel de leur activité de vente. Seuls vont rester quelques magasins dans le monde qui vont être transformés en showroom, enfin zone d'expérimentation, de démonstration des produits Microsoft. Donc celui de Londres justement reste, celui de New York aussi. Il y en a un à Redmond qui reste encore heureux et un à Sydney, je crois, j'ai fini la liste. Mais c'est vraiment la liste des boutiques. En fait, c'était les plus grandes boutiques, celles qui avaient le plus de prestige justement, comme celle de Londres. C'est des flagship stores, ce qu'on appelle, celles qui sont sur plusieurs étages et qui permettaient déjà de faire des belles démonstrations. A priori, Microsoft va continuer donc à transformer ses boutiques pour vraiment montrer leur technologie, faire du support, probablement faire des cours autour des technologies Microsoft. Et l'autre chose qui est intéressant à noter, c'est qu'ils ont promis de ne pas licencier leur personnel dans cette activité-là. En fait, ils veulent se réorienter vers du service à distance. Ils ont remarqué en fait avec le confinement qu'ils pouvaient facilement prendre le relais avec la boutique en ligne et avoir du support à travers les chats, à travers le support téléphonique, etc. Et en gros réorienter les vendeurs comme ça. Et du coup, ils veulent ne pas licencier les concernés, mais tout en fermant quand même les boutiques physiques qui, en fait, aux États-Unis, pouvaient se retrouver dans votre centre commercial du coin. C'était surtout aux États-Unis qu'on les trouvait. Il n'y en avait pas beaucoup d'autres dans le monde. Et surtout, il n'y en avait pas en France. On espérait en avoir un en France. A priori, il n'y en aura jamais.
Non. Alors, on a des petites remarques sur le chat, notamment, qui nous parlaient de ça, de la présence d'un MS Store qui arriverait en France. Ben non, il n'y en avait pas à Paris et il n'y en aura pas. Voilà. Et puis, effectivement, tu as parlé du Covid aussi. Il reste Florian ? les Fnac, non? Il reste tous les petits trucs dans les Fnac qui. Oui, mais c'est pas des Windows Store, des Microsoft Store. Au moins, il reste ce genre de petits trucs pour promouvoir les produits. C'était une des remarques. Enfin, il y a certains journalistes qui sont allés faire des commentaires du style c'est bizarre de fermer tes Microsoft Store l'année où tu lances une nouvelle Xbox. Oui, enfin, ça c'est très américano-centré comme vision parce que les Microsoft Store, 99% de la population mondiale, ils en ont jamais entendu parler. Et ça n'empêchera pas évidemment Microsoft d'avoir une grosse présence dans les Fnac, Darty, magasins, Micromania et compagnie. Ouais. Pour vendre leurs produits, quoi. Donc, pas de souci de ce côté. Ça marche. Bon, mais tu parlais tout à l'heure un petit peu de Covid, Cassim. Microsoft a proposé des formations aux personnes touchées par le Covid, alors touchées, pas forcément physiquement, mais impactées en tout cas par les conséquences économiques, de faire des formations assurées par Microsoft. Donc bon, un petit acte de participation à la formation continue de tout le monde, ça peut être assez intéressant pour certains, donc n'hésitez pas à aller voir sur les news. Je crois que vous en avez en France aussi, donc vous pouvez y aller. Bon, après, je pense qu'il vaut mieux être un petit peu anglophone pour suivre les formations, ça sera un peu plus facile. Cassim, une petite réaction? Bah non, moi c'est bien. C'est ta camarade Marie-Jo qui en parlait. Camarade Marie-Jo. Oui, c'est une bonne chose. Je pense que Microsoft, ils ont compris qu'ils avaient un coup à jouer justement pour accompagner. Enfin, c'est une opportunité. C'est à la fois une opportunité unique pour eux et en même temps une crise incroyable. Et enfin, il se trouve que eux, justement, leur activité, une bonne partie de l'activité de Microsoft, c'est quand même de pouvoir justement essayer d'accompagner les gens, de pouvoir, à travers des choses comme LinkedIn, de pouvoir vraiment aider à la formation. Et ils ont une place unique, en fait, avec Microsoft Teams et compagnie. Ils ont une place unique pour faire ça par rapport à des Google ou des Facebook ou je sais pas qui d'autre. Donc c'est le bon moment pour saisir cette opportunité, même si c'est un peu cynique comme terme, j'ai l'impression, mais factuellement, c'est ça. Oui. Après, ça peut être bénéfique pour tout le monde pour une fois en soi. Je veux dire, ça me semble bien. Il y avait la Microsoft Virtual Academy qui existait il y a quelques années, qui a été fermée. C'est dommage parce qu'il y avait des cours qui étaient de qualité. En plus, nous, on avait des versions françaises de cours qui étaient intéressantes. C'était agrémenté d'exemples. On pouvait vraiment apprendre des technologies Microsoft. Bon, moi, j'ai trouvé dommage que la Microsoft Virtual Academy disparaisse, mais bon, ça revient d'une autre manière. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant. Florian, toi, des remarques là-dessus? Pardon, j'étais en mute. Non, c'est plutôt bien. Au final, ils faisaient déjà ça depuis pas mal d'années, je crois, tous ces trucs Académie virtuelle. J'ai déjà vu plein de certifications en ligne, donc j'imagine que c'est juste une évolution. Oui, bien sûr. Ah ouais. Ok. Bon, allez, on va enchaîner cette fois-ci. On est à la limite des applications. Vous avez peut-être entendu parler de la sortie du nouveau Edge qui n'est pas encore disponible pour tout le monde si vous n'êtes pas allé l'installer manuellement. Non, certaines personnes ont encore le vieux Edge. Et tout le monde n'a pas encore le Edge Chromium. Et si vous installez le nouveau Edge, vous allez avoir à un moment une demande de Edge qui vous demande si vous voulez importer vos données personnelles. En fait, certains utilisateurs ont un petit peu suivi comment ça se passait. Quand vous installez Edge, le nouveau Edge, le Chromium, il va automatiquement, sans demander votre avis, importer les données personnelles. Vous demandez si vous voulez importer vos données personnelles. En fait, il vous demande si vous voulez les conserver. Et si vous dites non, il va les supprimer. Sauf que certains se sont amusés à interrompre le processus pendant la suppression. Et effectivement, il reste des données personnelles. Voilà. Donc, certains ont râlé sur ce non-respect des données personnelles des gens. Je ne sais pas si c'est vraiment hyper grave, finalement, ce genre. Voilà, ils importent parce que la majorité des gens va vouloir conserver, j'imagine, tout ce qui est favori, raccourci. Voilà, je pense que peu de gens vont ne pas faire ce transfert. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Florian, peut-être pour commencer. Je pense qu'ils font ça pour accélérer le système. Si tu les as déjà, à mon avis, quand tu cliques, c'est instantané. Tu fais apporter, pouf, c'est fini.
Tandis que sinon, si tu n'étais pas encore importé, ça prendra quelques secondes. J'imagine que c'est simplement pour ça et que c'est pas très grave. Bon, après, bon, honnêtement, moi je trouve qu'il n'y a pas mort d'homme, mais bon, je sais bien que Moi ça non fait un plus. peu mal à l'image. Ça fait un peu mal à l'image parce que c'est vrai que quand tu vas dans les paramètres, Edge, on se met en mode nous, on respecte notre vie privée, pas comme Chrome, un peu partout dans les options. C'est vrai que ça fait un peu mal sur le principe, même si ça change rien. Mais en fait, c'est plus une question de principe que d'autre chose. Je suis assez, Tout ouais, à fait. non, mais Mm, c'est Ouais, exactement après, est-ce que techniquement, c'est pas. Ouais. Enfin, vas-y, Cassim. Non, mais vous avez bien résumé la chose et effectivement c'est plus une question de principe qu'un problème vraiment de données personnelles et je pense que c'est quelque chose sur lequel Microsoft devrait travailler pour trouver une solution qui permette justement d'éviter cet import avant l'acceptation de l'utilisateur pour éviter ce genre de problème en fait. Moi, je me demandais si c'était pas lié à une contrainte technique finalement ou un avantage technique quand il installe le nouveau Edge. Est-ce qu'il va pas directement copier ou se mettre par-dessus le précédent Edge et donc, il aurait déjà à disposition les données personnelles. Je me dis, c'est peut-être ça finalement, parce que quand tu vas écraser, si tu installes le Edge normal, enfin le Edge Chromium normal, pas le bêta, pas le dev, pas le Canary, il va te remplacer le Edge classique. Donc voilà, je me dis, Oh, mais là, tu parles Ouais, le du souci, Edge. oui, Vas-y. voilà, le souci, c'est que cette fonction-là, elle s'active aussi avant ton accord pour oui, Firefox et Chrome. Et là, c'est plus Voilà. un souci de transfert de données. d'accord. Ok, T'avais moi c'est vrai que. Ouais. Voilà, tu avais accepté de donner tes données à Firefox, par exemple, confier tes données à Firefox. Et là, tu installes Edge et d'un coup, tu vois les données de Firefox dans Edge, tu comprends pas trop, alors que tu n'as pas encore accepté d'importer les données, donc ça peut être problématique. C'est probablement pas une contrainte technique, mais c'est probablement pour simplifier et accélérer l'installation de Edge qu'ils ont procédé ainsi. Et bien sûr, si tu refuses, ils suppriment les données. Mais pendant un instant, du coup, il les a. Donc, je comprends le problème soulevé par les gens. Ok. Bon, enfin, on va pas rester sur Edge pendant 107 ans. Moi, je vous propose de laisser Edge de côté. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mais en attendant, on va passer à Windows et ses applications. Allez. Alors, pour parler Windows et applications, on a notre Florian qui est là. Florian qui aime bien tester les nouvelles builds. Et il semblerait que la nouvelle build, la dernière build, alors en fast... Non, c'est plus fast ring, comment on dit Dev. On prend les mêmes. En fait, c'est simple. On prend les mêmes noms que Edge, avec la même cadence de sortie plus ou moins. Donc en Mais Dev. non, je suis à Canary, Dev et Beta. Oui, mais justement, Finalement, c'est Canary, pas c'est tous quoi. les Enfin, jours. Canary, on n'a pas accès au Canary enfin, nous, pauvres gens extérieurs à Microsoft, on n'a pas accès au Canary de oui, t'as Windows. pas accès au On n'a Canary. pas de version tous les jours. On a une version à peu près toutes les semaines, plus ou Mm-hmm. moins. Donc ça correspond au dev plutôt. Après, le nom est peut-être un peu bizarre parce que c'est vrai que je suis pas sûr que ce soit vraiment plus pour les devs que pour que l'autre version, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est une convention pour le coup qui Alors, est plutôt large dans l'industrie, quoi. Donc oui. Donc hier, ils nous ont sorti. si on revient à nos moutons, Bah oui. Hier, on a eu le nouveau Start Menu. Et oui. Mais il n'y a pas Parce que ça. parce que ça faisait pas mal de mois quand même qu'on tous les semaines tout le monde disait bah il y a rien, vous faisiez des améliorations internes mais il y a rien et là on a une belle build avec pas mal de nouvelles choses comme on a à peu près une fois par an je pense en ce moment. C'est ce qu'ils font en général. Et donc ils ont enfin fait le ménage dans le menu démarrer parce que beaucoup de monde disait que c'était un peu la pagaille. Ils avaient fait pas mal de concepts du futur menu démarrer Fluent où il montrait bien les tuiles avec deux thèmes, un thème dark, un thème light, et toutes les tuiles bien de la même couleur avec un thème cohérent. Mais par contre, en pratique, dans le Programme Insider, pour l'instant, chaque application Windows mettait à jour sa tuile pour la mettre dark une par une. Alors, il y en avait 5 ou 6 qui avaient déjà fait la transition, mais tout le monde disait mais pourquoi vous les faites pas tous d'un coup? Et donc, bah voilà, c'est fait. Ils ont décidé d'y aller. Et c'est l'OS qui force directement la couleur des tuiles. Donc comme ça, des applications n'ont pas besoin de se mettre à jour en théorie. Et donc maintenant, sur ce nouveau Windows, on a un nouveau thème dark qui met toutes les tuiles en dark si on est en dark, et toutes les tuiles en white si on est en white. On a des nouvelles icônes plus fluentes pour les menus dans le menu démarrer, et sous le menu à gauche lorsqu'on est dans toute la liste des programmes. En gros, c'est beaucoup plus joli déjà. Après,
il y a quelques applications qui obéissent pas au système, je sais pas pourquoi. Par exemple, Skype, il obéit pas. Il fait ce qu'il veut. C'est pas la première fois, non? Et c'est le seul qui prend pas la couleur du menu. Alors, je sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est Skype. Voilà. Également, alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils avaient juste montré une version noire et une version blanche dans les concepts, mais là, au final, on peut forcer aussi à prendre la couleur d'accentuation. Alors, si vous aimez une autre couleur, ben ça, c'est bien, il faut l'utiliser, n'importe laquelle. D'accord. Voilà, et avoir un vrai menu démarrer d'une seule couleur, de la couleur que vous choisissez. Ok. Mais Cassim, toi, tu nous as dit avant l'enregistrement qu'il n'y avait quand même pas que ce menu démarrer dans cette build, parce que tu l'as dit un petit peu, Florian, c'est quand même une grosse build où il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Est-ce que vous pourriez en parler rapidement, nous dire ce qu'on peut espérer retrouver dans la prochaine sortie? Donc, ça va être celle de début 2021. C'est un peu compliqué. Vas-y, Cassim, peut-être, vas-y. Non, mais c'est en fait le nouveau principe. C'est pas si nouveau que ça, mais le principe du canal dev, c'est que les nouveautés qui sont déployées là dans les builds, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elles peuvent arriver dans Windows 10. Théoriquement, elles pourraient très bien arriver le mois prochain si on voulait. On ne sait pas. Ouais, non, mais après, ça c'est la théorie. En pratique, théorie, oui. En pratique, on imagine que ce genre de nouveauté, ça va arriver soit à la fin de l'année, soit dans la version qui sortira l'an prochain. Comme tu l'as dit, en début d'année, la 21H1. Mais voilà, ça pourrait être 2022, ça pourrait être, ou ça pourrait être surtout être annulé. Vous vous souvenez des 7 moi, je vise 21H1, clairement. Mais alors honnêtement, je sais pas. Mais par contre, mais en tout cas, on sait pas. Et ça peut être annulé, ça peut être remanié, ça peut être. Voilà, a priori, j'imagine mal un simple changement esthétique être annulé. C'est pas non plus une fonction incroyable de changer de l'esthétique. Surtout vu leur action, tout le monde était là, merci bon Dieu. Oui, donc voilà. Mais on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va arriver. Et donc tu disais, c'est une build qui apporte quand même pas mal de nouveautés. Ils aiment bien faire ça un peu tous les 6 mois, d'avoir quelques builds comme ça qui ramènent pas mal de nouvelles choses. Et donc là, en plus du menu démarrer qui change de gueule, il y a le menu Alt-Tab, le fameux raccourci pour du multitâche qui évolue et qui intègre en fait maintenant, donc si vous êtes en version Dev ou Canary de Microsoft Edge, vous pouvez désormais voir apparaître les onglets de Microsoft Edge dans le menu Alt-Tab. C'est vachement intéressant parce que de plus en plus d'utilisateurs n'utilisent que leur navigateur web pour faire ce qu'ils ont à faire sur l'ordinateur. Que vous soyez, je sais pas, vous avez un onglet jeux vidéo sur Google Stadia, un onglet office.com pour travailler sur un éditeur de texte et un onglet lifestyle pour écouter le dernier épisode du podcast. Du coup, au final, vous avez tout dans votre navigateur, vous n'avez aucun logiciel à côté ouvert. Et du coup, Alt-Tab ne vous proposerait pas de passer d'un truc à l'autre. Là, avec cette nouveauté, ça peut le faire. Mais bien sûr, pour ceux qui veulent pas, qui ont l'habitude d'avoir 15 millions d'onglets ouverts dans Edge qui ne veulent pas foutre le bordel dans leur menu Alt-Tab, il y a l'option, ils ont bien pensé à rajouter une option dans les paramètres de Windows pour revenir en arrière si vous voulez. C'est une option qui est proposée. Je trouve ça plutôt bienvenu justement de offrir le choix des deux. Je trouve que ça peut être intéressant pour certains d'avoir cette nouvelle possibilité. Et puis il y a un autre élément que j'aimerais signifier, c'est l'autre grosse nouveauté. Les autres sont un peu moins importantes. C'est un changement pour la barre des tâches que je trouve assez intéressant. Alors ça n'a pas révolutionné l'usage de Windows 10, mais ça montre que ils ont réussi à moderniser leur code pour le rendre un peu plus dynamique qu'avant et un peu plus intelligent. En fait, désormais, la barre des tâches de Windows 10 changera pour les nouvelles sessions ou les nouveaux ordis au premier allumage, selon votre situation, selon votre profil. Par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser un smartphone Android et que vous avez votre compte Microsoft connecté dessus, vous avez votre Microsoft Launcher, etc., votre PC automatiquement va proposer dans la barre des tâches, au premier lancement, l'application Your Phone dans la barre des tâches à côté du Microsoft Store, de Edge et compagnie. Ou si un autre exemple qu'ils fournissent, c'est si vous avez un compte Xbox Live, ils vont pouvoir mettre l'application Xbox dans la barre des tâches pour permettre tout simplement aux utilisateurs de découvrir un peu plus facilement ces fonctionnalités-là qui sont énormément améliorées depuis l'arrivée de Windows 10 il y a 5 ans et qui sont plutôt bénéfiques à faire découvrir aux gens.
surtout si ça les concerne, puisqu'ils sont soit un téléphone, soit donc un compte Xbox Live. Alors bien sûr, ça c'est que, donc j'ai dit pour les nouvelles machines, si vous avez déjà votre barre des tâches et que vous mettez à jour Windows, il va pas vous rechanger votre barre des tâches et vous la resetter, vous la remettre à zéro, quoi. Il y a rien qui changera. C'est vraiment pour les nouvelles sessions ou les nouveaux PC, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Cassim. On va laisser la nouvelle build de Windows 10 de côté. Un Puis moi, truc intéressant quand même, je trouve encore, c'est qu'ils essayent vraiment là encore d'améliorer le bureau pour l'améliorer au tactile. Et ça, d'un autre côté, je trouve que ça fait qu'ils abandonnent de plus en plus le mode tablette. Et ça, Oui. je trouve ça un peu dommage, moi, parce que honnêtement, j'ai l'impression qu'on n'aura plus jamais vraiment un Windows vraiment génial en tablette. Enfin, c'est à voir. est-ce qu'il faut attendre un Windows ARM qui soit vraiment pensé pour des appareils qui soient tactiles, mobiles, simples d'utilisation, avec une Mm. nouvelle interface? Parce que là, par exemple, le nouveau menu, on voit qu'il n'a pas du tout été pensé pour le mode tablette. Quand on est en mode tablette, on se retrouve avec une interface qui est transparente parce que ça désactive Fluent Design et c'est pas très lisible, comme Cassim disait tout à l'heure quand il avait vu mes screenshots. C'est un peu. Mais bon, Peut-être que Windows 10 X apportera une solution à ça aussi. ouais, j'espère. Bonne idée. Bon. T'as quelque chose à rajouter, Florian, ou je peux lancer le Non, prochain sujet? Non, je vais te laisser partir. D'accord. Bon. Alors, prochain sujet, on va rester dans les outils de Windows cette fois-ci. Mais on a vu sortir, alors dans les news et puis sur le Windows Store, quand il fonctionne, le Windows Store, celui qui n'a pas été ciblé justement par Microsoft, Cassim, on a vu sortir un outil qui s'appelle outil de récupération de fichiers ou Windows File Recovery. Et ce petit appareil permet tout simplement de récupérer les fichiers qu'on aurait effacés par inadvertance, par mégarde, par erreur. Bref, de remplacer un outil comme Recuva ou qu'est-ce qu'il y avait, je sais plus ce qu'il y avait comme outil avant. Mais Aucune idée. pour l'instant, on est encore en version 0.0.100 quelque chose. Donc autant vous dire qu'on est encore loin de la sortie de l'outil. Même si, il est possible de le télécharger et de le tester, mais alors uniquement en ligne de commande. Alors, est-ce que c'est Florian ou Cassim qui nous en parle? Florian, peut-être? Ouais, bon, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, hein. C'est un outil pour l'instant très basique en ligne de commande, comme tu as dit, mais on voit déjà que dans le code, il y a les traces d'un début d'interface graphique. Donc bon, on est à la version 0.0. quelque chose. Donc d'ici là, si on arrive à la vraie version qui soit officielle 1.0, je pense qu'ils auront le temps de finir une interface graphique. Je pense que c'est une très bonne chose qu'ils font ça, parce que ça supporte les trois principaux systèmes de fichiers de Microsoft. Donc, j'ai un trou. NTFS, FAT32 et ReFS. Resilient, ça, on dit comme ça? Je sais pas comment on le dit exactement. Je connais que l'acronyme. REFS. Ça supporte aussi les storage space, donc tous les types de formats de partitions qu'on peut faire sur Windows 10. Et pour moi, c'est assez une bonne chose parce que clairement, c'est un des cas où on a souvent allé chercher un logiciel tiers. Et quand on n'y connaît pas grand-chose, j'imagine qu'on va souvent trouver un logiciel un peu con qui va installer plein de conneries en même temps ou qu'il faut payer ou je ne sais pas quoi à côté. Et le fait que ce soit intégré, pas intégré à l'OS, mais soit disponible en version officielle de Microsoft, je pense que c'est assez bien. Et voilà, c'est un outil, je pense, qui devrait être de base dans le système d'exploitation et c'est bien qu'il l'ajoute. D'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est un utilitaire qui manquait à l'arsenal de ce que peut proposer Windows. Et pour les utilisateurs qui auraient eu la malencontreuse aventure de perdre un fichier ou des fichiers, au moins on peut assez facilement, j'imagine, récupérer ce que l'on a perdu. Il parle même de récupérer quand même un stockage corrompu, un disque dur qui serait défectueux. Qui devrait cracher. Ouais. Après, il faut voir, parce que c'est quand même assez raide, et puis c'est long. Enfin, j'ai souvenir de l'avoir fait, mais bon, tu vois, c'était il y a 20 ans. C'était très long. J'ai souvenir là aussi, je suis assez d'accord, c'est des opérations qui sont assez longues. Mais voilà, je trouve ça intéressant donc, que Microsoft il propose ça. Non, mais c'est clair. Après, je dois avouer qu'en étant en version 0.0, j'ai pas trop osé le tester parce que je me suis dit, j'ai peur qu'il me bousille tous mes fichiers vu qu'on est en alpha et qu'il n'est même pas officiellement annoncé pour l'instant. Donc voilà quoi. Mais voilà, on attendra la version stable. Ouais, voilà. Ou en tout cas une bêta. Déjà, une bêta, on pourra tester sérieusement. Peut-être avec une interface graphique. Pour continuer, moi, je vous propose de parler de quelque chose d'un petit peu plus léger. Vous connaissez Netflix, vous connaissez Amazon, et vous connaissez peut-être Amazon Prime ou Prime Video. Si vous êtes utilisateur de Prime Video, vous avez peut-être pu remarquer que sur Windows 10, il n'y avait pas d'application jusque-là. Alors,
il y avait la possibilité toute bête d'installer le site web en tant qu'application grâce à Edge version Chromium. Donc ça marchait très bien. Mais depuis hier, Amazon propose son application sur le Windows Store, donc que l'on peut installer. Finalement, on ne gagne pas grand-chose à avoir cette application. Moi, je l'ai essayé. Comparé à mon site web qui est installé sur l'ordinateur, je vois, à part un menu latéral gauche où on a les catégories de vidéos, finalement, il n'y a pas grand-chose comme différence. On retrouve exactement les mêmes barres horizontales avec les types de séries, les types de films, ce que Amazon nous propose. Et bon, on a maintenant l'application qui existe. Donc, oui, Florian. C'est une UWP ou c'est une application web intégrée au store? Je n'en ai aucune idée. Alors, c'est pas exactement le site web. Je ne sais pas d'ailleurs comment tu vois la différence techniquement entre une UWP ou une Progressive Web App. Il faut extraire le package à la main, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais non, ça, je te le laisse faire et tu regarderas. Bon, après, voilà, je veux dire, ça apporte rien de plus par rapport à ce que moi j'avais déjà, mais tout le monde ne sait pas forcément installer un site web en tant qu'application, alors que c'est quand même facile et ça se fait en 3 clics, réellement 3 clics. Donc, bon, au moins c'est pour les utilisateurs d'Amazon Prime. En général, les applications store ont quand même des droits supérieurs, par exemple tout ce qui est mise en pause, des choses comme ça. Les sites web ne savent pas gérer ça pour l'instant. Bah écoute, jusqu'à présent, je peux mettre en pause pendant 1 heure. Bon, ça va bien mettre quelques secondes. Je parle pas de mettre en pause la vidéo, je parle de l'application qui se met en pause. D'accord. Quand tu es en arrière-plan, c'est pour qu'elle consomme pas de RAM, des choses. Ouais, voilà. Tandis que le site web, il est pour l'instant, bon, il commence à améliorer ce genre de choses avec Edge, il travaille là-dessus. Mais pour l'instant, une page web, elle reste chargée, tu vois, elle se décharge pas comme l'application WP va se faire. Ah ouais, j'avais pas compris la même chose au début, mais ouais, là je vois ce que tu veux dire. Oui, j'ai bien compris ce que tu as compris. mais bon, voilà, donc installez-la si vous êtes utilisateur, ou sinon, n'hésitez pas à installer vos sites web en tant qu'application, c'est quand même super pratique et on évite d'être en mode pas tout à fait plein écran, d'appuyer sur F11 pour basculer entre un plein écran, pas plein écran. C'est quand même assez confortable, moi je trouve. Voilà, j'ai pas mal de sites comme ça que j'utilise de cette manière. Et puis, bon, je pense que Cassim, t'as rien de plus à rajouter là-dessus? Non, donc on parlait de Edge, donc il y avait des fonctionnalités assez sympas. Moi, je vous propose de continuer avec Edge. Vous vous rappelez peut-être des collections, on vous en a parlé quand même il y a quelques épisodes où Microsoft avait pas mal travaillé sur Edge et sur ses collections. Et on vous avait dit, Cassim, tu avais pris l'exemple de quelqu'un qui fait des recherches pour s'acheter un ordinateur et qui va mettre les pages avec les tarifs des machines qu'il a vues dans une collection. Et si vous pouviez exporter vos collections dans un fichier Excel. Et donc, ça allait vous donner les différents prix, les références, ce genre de choses. Edge allait, grâce à Excel, vous trier les données et vous les afficher sous forme de tableau. Vous pouviez également afficher vos pages, exporter votre collection sous la forme d'une page Word. Ça marchait aussi. On avait OneNote qui était annoncé. Eh bien, ça y est, vous pouvez maintenant exporter votre collection dans OneNote et toutes vos pages seront disponibles dans OneNote. Alors, je ne l'ai pas essayé, je n'ai pas eu le temps de l'essayer, mais pareil, c'est quelque chose qui a été annoncé hier ou avant-hier. Et ça peut être assez sympa parce que si on est un gros utilisateur de OneNote comme moi, ça peut donner un confort d'utilisation après. Voilà. Donc, Cassim, tu as peut-être des infos, toi, là-dessus un peu plus. Non, beaucoup plus, mais c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Je trouve que les collections, c'est un truc que Edge a rajouté qui est pas mal. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui pour sauvegarder un travail que j'avais en cours. J'avais une dizaine d'onglets ouverts, je voulais reprendre demain. Bon, j'ai tout mis dans une collection, je rouvrirai ça demain tranquillement. C'est pas exactement peut-être l'usage que Microsoft en aurait voulu, mais je trouve ça pratique de pouvoir faire ça comme ça. Ça fait une sous-session finalement de ton navigateur. Ouais. C'est ça, une sorte de session sauvegardée. Après, moi, c'est vrai que je n'utilise pas pour l'instant beaucoup. Par contre, l'outil d'exportation, que ce soit vers Word, Edge ou OneNote, pour l'instant, je n'utilise pas trop. Je préfère rester dans Edge pour l'outil collection. D'accord. Florian, toi, les collections ou pas du tout? En fait, c'est très. Ça dépend vraiment. Je peux rester 1 mois et demi sans utiliser les collections du tout. Mais parfois, lorsque je fais un truc vraiment particulier, par exemple, si tu écris un M-Story, tu essaies de chercher des infos sur 50 milliards de sites, là, je fais une collection. C'est vraiment quand je cherche quelque chose de particulier, que je suis en train de travailler sur un truc vraiment particulier, où je vais le régler. Dans la navigation de tous les jours, je ne vais pas l'utiliser. D'accord. Ouais, c'est pour des projets précis. Voilà. Je pense que c'est un peu le principe de la collection. Oui, voilà. Ok. Bon.
Allez, Cassim, on va continuer à avancer parce que je crois que le sommeil arrive. Allez, rapidement, vous saviez que Windows en version 20H1 n'était pas disponible pour tout le monde, notamment pour les utilisateurs de matériel Surface, parce qu'il y avait quelques conflits et Microsoft voulait travailler dessus avant de proposer les mises à jour de Windows 10 aux utilisateurs Surface. Il semblerait que pour nombre d'entre eux, ce soit maintenant réglé. Donc, vous pouvez lancer le Windows Store et chercher les mises à jour, pas le Windows Store, vos paramètres dans vos paramètres. Ah, pardon. Le Windows Update, voilà. Donc, normalement, de plus en plus de personnes auront les mises à jour de Windows 10 en 20H1 sur le matériel Surface. Mais c'est pas réglé pour tout le monde encore. Allez, Moi, on continue. Moi, la mise à jour, je ne l'ai toujours pas. Ouais, mais toi, c'est pas un appareil Surface. Non, c'est un PC que j'ai créé moi-même. Donc... Mais un jour, peut-être, me la proposons. Tiens, sur un PC qui t'a créé toi-même, donc en fait, il détecte vraiment le matériel en lui-même, c'est pas les configs. Oh oui, je pense que c'est clairement. Moi, c'est parce que j'ai une plateforme AMD. Je pense qu'il doit y avoir un ou deux trucs qui doivent pas encore lui plaire. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, mais moi, je suis en RP et il s'est passé tout seul. Oui, ça c'est normal. Prévu pour les non-intimes. Allez, on continue. Alors cette fois-ci, on vous a parlé de Edge, on va parler de OneDrive. Alors OneDrive, beaucoup sur la version en ligne, donc dans votre navigateur. Donc OneDrive, c'est le système de stockage de Microsoft. Ça, je pense que tout le monde est au clair là-dessus. Et il y a plusieurs nouveautés qui arrivent, des nouveautés qui peuvent être assez sympas. Vous allez avoir, j'ai du mal ce soir, la possibilité de pouvoir ajouter dans votre Drive des dossiers qui sont partagés avec vous. Alors, ça a été possible pendant un temps, ça a été plus difficilement possible dernièrement, et cette fonctionnalité est déployée entre maintenant et fin septembre, donc tout le monde ne l'aura pas du premier coup, mais vous pouvez très bien, dans votre liste d'éléments qui sont partagés avec vous, vous faites un clic droit ou un clic gauche, je ne sais plus sur la vidéo ce qu'ils font, et vous pouvez lui dire de l'installer dans votre Drive. Donc après, vous pouvez travailler directement dans le dossier de quelqu'un via votre OneDrive. Donc, c'est quand même assez pratique. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utiliserez, ça. Vous n'avez pas confiance et vous ne partagez jamais votre Drive. Moi, je partage toujours. Et d'ailleurs, j'aimerais bien un bouton pour départager tout ce que j'ai partagé depuis 2012. Ah, tu peux tout faire à la main. Ah ouais, mais non. Ah, mais c'est long. Mais... Voilà. Alors, autre chose, jusqu'à présent, on était limité sur OneDrive à des fichiers de taille de 15 gigabits. Et maintenant, vous allez pouvoir mettre des fichiers qui vont faire jusqu'à 100 gigas. Donc, c'est quand même assez confortable pour les gens qui travaillent sur des gros fichiers, notamment les gens qui sauvegardent des fichiers vidéo. Je pense que les 100 gigas, on peut y arriver quand même assez vite. Donc, ça vous permet, d'exporter et de sauvegarder tous ces gros fichiers. Autre info, l'ajout de la synchronisation différentielle. Alors ça, c'est bien pour les gens comme moi qui ont des petites connexions. Votre fichier ne sera plus mis à jour quand vous le modifiez en entier. Alors je pense par exemple à une vidéo, si vous allez rajouter, je sais pas, un générique de fin, quelque chose comme ça, et que votre fichier n'est modifié que sur la fin, OneDrive va maintenant être capable de ne mettre à jour que la fin, que ce qui a changé. Donc c'est quand même super bien. Alors toi, Cassim, je te vois rigoler avec ta fibre. Tu t'en fiches de mettre à jour des fichiers sur OneDrive, mais pense à moi avec ma connexion pourrie. Non, je suis ravi. Je l'ai jamais vu fonctionner. Mais ça arrive, ça va être déployé là ces jours-ci. Je crois qu'ils ont dit que c'était déjà, mais je sais pas. Peut-être c'est juste la version pro, peut-être. Peut-être, mais là, ça va arriver vraiment pour tout le monde. Ensuite, on va voir l'arrivée du partage à la famille et du partage au groupe. Donc, vous allez directement pouvoir partager un fichier soit à un groupe de personnes, soit à la famille. Voilà, c'est les partages prédéfinis qui arrivent. Donc, vous gagnez du temps pour partager. Pas pour supprimer, Florian, je suis désolé. Tu vas toujours te voir tout enlever à la main. Il y a la version Dark, Florian, ça c'est pour toi qui arrive sur la version web. J'avais peur que tu ne le mentionnes pas, c'est la news principale et toi tu mets en dernier. Pour toi, c'est la news principale. Moi, je t'avoue, je m'en fiche un petit peu. Tant que OneDrive est efficace, rapide et ne bouffe pas toute ma bande passante, moi je ne demande pas plus. Et le noir, c'est moins long à charger que le blanc. D'accord. Et enfin, donc dernière info, c'est Microsoft qui annonce l'arrivée d'une intégration beaucoup plus poussée sur Teams des fichiers de OneDrive, comme ce qui existe déjà entre les fichiers d'Office 365 ou Microsoft 365 et Teams. Là, voilà, vous allez pouvoir enfin partager facilement vos fichiers OneDrive. C'est vrai que tu critiquais ça quand on utilisait Teams, Florian, où les fichiers OneDrive n'étaient pas forcément très facilement partageables.
Bah, j'ai pas toujours pas Donc très là, bien compris hein, comment, mais peut-être quand ça sera mieux, on verra bien. oui, mais voilà. Je pense que d'ici à septembre, on va voir l'évolution de tout ça et ça ne sera que du mieux. Peut-être qu'on retournera essayer Teams pour la vidéo et pour le reste. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien que ce OneDrive qui évolue là, parce que jusqu'à présent, ça stagnait un petit peu et voilà, c'est bien quelques Ouais, petites c'est bien. fonctionnalités qui ont l'air sympas. C'est surtout qu'il reste quand même, malgré tout. Disons que c'est le service où tu peux facilement avoir pas mal de stockage disponible avec Office, donc tant mieux. 1 Tera. Mm. Et puis les comptes pro ont parfois jusqu'à 5 Tera de stockage, même gratuitement. Ce qui est quand même assez pratique. On en a pas Bon, 5, vous nous? voyez autre chose dans les news? Ah, pardon, Florian, je t'ai pas demandé si tu avais encore autre chose. Non, c'est juste que tu disais, on a 5 Tera sur les comptes pro? Je croyais qu'on avait que 2. Sur certains comptes pro, oui. Moi, Ok. j'ai des comptes pro à 5 Tera de stockage. Oh là là, t'es riche. Et tu J'ai peux des pas les comptes utiliser parce que gratuits. t'as pas la fibre. Voilà. Et ouais, je m'en sers pas. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Allez, peut-être d'ici un an la fibre. Allez. Bon, allez, on laisse les news Windows et applications. Puis moi, je vous propose tout simplement de passer à la partie Xbox et jeux parce qu'il semblerait, Cassim, qu'il y ait quand même quelques petites informations. Il paraît. Allez, alors pour commencer, Cassim, il y a une grosse tête de chez Xbox qui s'en va depuis, enfin qui était là depuis 15 ans et qui s'en va. Alors on ne sait pas où, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui quitte Microsoft ou qui quitte juste le système Xbox. C'est comment il s'appelle? C'est Dan McCulloch qui quitte la tête de Xbox. Est-ce que tu le connaissais, ce monsieur? Alors, je t'avoue que non, j'en connais quand même plusieurs chez Microsoft, mais non, lui je ne le connaissais pas. Mais du coup, oui, il quitte. Alors, il était patron, enfin, il dirigeait le Xbox Live, donc tout ce qui est serveur, réseau, gestion vraiment du multijoueur en ligne. Hein. C'est quand on parle du Xbox Live en général, c'est vraiment tout ce qui va être infrastructure réseau, qui est quand même un des points forts de la Xbox par rapport à PlayStation et à Nintendo. Qui galère pas mal sur ça, sur ce point de vue-là. C'est ce qui va permettre de télécharger rapidement les jeux, ce qui va permettre de pouvoir facilement jouer en multijoueur. Et c'est quand même un service qui tournait bien. Ça a depuis longtemps été une des forces de Microsoft, donc, et c'était lui qui en était à la tête. Donc oui, il part. On ne sait pas exactement s'il quitte carrément Microsoft ou juste la division. A priori, non mais a priori, il quitte Microsoft parce qu'il a quand même reçu plusieurs messages lui citant bon courage pour ses prochaines aventures, etc. Donc puis tu dis pas trop ça à un collègue qui va juste au bureau d'en face dans l'autre division, tu vois. Enfin, ce serait un peu bizarrement formulé, genre bon courage chez Azure. Non, en général, c'est plutôt si tu changes de boîte ou tu changes carrément de job aussi, c'est possible, ou juste qu'il prend sa retraite, je ne sais pas. Mais non, bon, bah, du coup, c'est une transition importante, mais il y a eu plusieurs. Autant Microsoft a énormément recruté de développeurs pour ses studios et a racheté des studios et compagnie. Autant récemment, ce qu'on appelle leadership team, donc c'est vraiment l'équipe dirigeante de Xbox, a connu des mutations. Il y a la personne qui était responsable de l'expérience Xbox qui est partie il y a 1 ou 2 ans. Il y a plusieurs têtes comme ça de Xbox qui sont parties récemment, mais c'est pas forcément quelque chose d'inquiétant. C'est quelque chose d'assez classique dans l'industrie, surtout au changement de génération, d'avoir un marketo. C'est ça qu'on dit pour les foot. Mercato. C'était presque ça. Il y a eu des changements de poste, des changements de boîte chez certains. Quoi. C'est quelque chose d'assez classique. D'accord, ok. Bon, allez, on va pas s'apesantir plus. On va passer sur du jeu vidéo, cette fois-ci, Cassim. Et Florian, non, je pense que tu t'en fiches, toi, Florian. C'est la sortie du premier DLC de Minecraft Dungeons qui s'appelle le Jungle Awakens. Voilà, si je ne le dis pas trop mal. Je ne l'ai pas testé. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est payant ou s'il est compris dans le Game Pass, par exemple. Alors, les deux. En fait, le même jour, il y a eu un patch qui apporte des nouveautés pour le jeu et un nouveau niveau pour le jeu de façon gratuite. Ouais. Et en même temps, il y a ce DLC qui est sorti qui, lui, est payant. Même si tu as le Game Pass, c'est payant. Alors, en fait, nous, on a la version dans le Game Pass, en fait, on a la version de base du jeu. Oui. Et ce DLC, il est intégré dans la version héros du jeu, donc qui est la version un peu de luxe, on va dire.
Euh, et, mais en fait, il est possible quand tu es dans le Game Pass, de juste acheter le, l'upgrade, quoi, on va dire, ce qui permet de passer à la version héros, qui coûte 10 €. Alors, moi, j'ai galéré comme pas possible à le trouver dans le Microsoft Store, mais avec un lien direct, tu peux le trouver. Et donc, ça coûte 10 € et ça intègre les quelques améliorations de l'édition héros, mais surtout, ça intègre les 2 DLC qui sont prévus pour le jeu. Celui qui vient de sortir, du coup, et le prochain. Si tu es ultra fan du jeu, j'imagine que ça vaut le coup. J'ai pas testé, j'ai juste lancé le jeu une fois vraiment sans tester, juste pour voir le menu. Ça rajoute quelques niveaux, mais j'ai pas eu l'impression que ça révolutionne non plus le jeu pour des dizaines d'heures. Après, à 5 € le DLC, du coup, si tu coupes en deux les 10 € que ça coûte, c'est pas. C'est raisonnable. C'est raisonnable. C'est pas le meilleur DLC du monde, c'est pas non plus la plus grosse arnaque qui soit. Non. Ok. Ouais, je vais rester à taper du zombie sur State of Decay 2, mais... Ça marche. Allez. Bon, Cassim, alors c'est encore toi qui vas nous en parler, parce que je pense que là, on a perdu Florian avec les jeux vidéo et surtout la Xbox qui arrive. C'est notre Lockhart. Il semblerait que notre Lockhart, la Xbox série S, soit peut-être annoncée au mois d'août. Ouais, mais alors on a eu plein de fuites autour de cette console-là. Ça s'est accéléré. À croire que c'était fait exprès, peut-être. Faire exprès, je sais pas, mais en fait, disons que le développement de la console évolue. Elle est de plus en plus chez les employés de Microsoft et surtout, les développeurs ont de plus en plus accès à la documentation qui permet de développer des jeux pour la Lockhart. Donc, c'est légitime qu'il y ait de plus en plus de fuites en fait autour de ce projet, tout simplement. Plus il y a de personnes au courant, plus il peut y avoir de fuites. Donc, je ne sais plus si on en avait parlé la semaine dernière de la documentation qui a révélé quelques informations sur la Lockhart. Mais alors, rapidement après, en fait, j'ai eu accès à la documentation complète en question. Donc, effectivement, il y a des informations qui sont intéressantes, notamment le fait qu'à partir à partir du kit de développement de juin, donc en fait tous les mois il y avait jusqu'à présent des mises à jour pour apporter de nouvelles fonctionnalités tant que la console était en développement. Là, à partir de juin, on comprend que c'est ça commence à être stabilisé. Il peut y avoir des mises à jour derrière, mais le kit de développement est plus ou moins fini. Et d'ailleurs, Microsoft commence à accepter les demandes de certification de jeux dans le but de les sortir à la fin de l'année pour la Xbox Series X, oui, mais aussi pour Xbox Game Streaming. Alors, Xbox Game Streaming, a priori, du coup, c'est le nom définitif de xCloud. D'accord. Ça a l'air, en tout cas. Et puis pour donc Scarlett en général, donc à la fois la Xbox Series X, mais aussi la fameuse Lockhart. D'accord. Alors la Lockhart, du coup, les nouvelles informations qu'on a eues, donc effectivement, elle devrait être a priori, en fait, à l'origine, Microsoft avait prévu de la dévoiler en juin, à l'E3, mais du coup, l'E3 ayant été annulé, tout ça a été un peu chamboulé, et finalement, ils ont pris la décision en interne, après quelques retournements de situation, a priori, de la dévoiler en août, donc on devrait attendre en août. A priori, c'est en août, en fait, qu'ils vont annoncer le prix de la Xbox Series X, la date de sortie précise, la Xbox Series S et le prix de la Xbox Series S. Et en fait, l'autre chose que Brad Sam de Ferrot.com a confirmé, c'est que Microsoft avait prévu de lancer la Xbox à la fin du mois d'août pour la rentrée des classes, la Xbox Series X, et la Lockhart pour le mois d'octobre. Alors évidemment, ça c'était à l'origine, avant le coronavirus et compagnie. Microsoft a toujours promis fin d'année 2020 pour garder une certaine marge de sécurité. Je pense qu'ils ont bien fait justement, puisque a priori tout ça a été un peu annulé et les deux consoles ont plutôt l'air de sortir du coup en novembre, ou en tout cas en fin d'année. Mais si vous vous souvenez, il y a quelques épisodes où je suis quand, je vous avais commencé à dire que justement ça pouvait être que la console pouvait sortir en septembre, parce que c'est ce dont j'avais entendu parler aussi. Donc visiblement il confirme, mais bon, après visiblement ça a été un peu annulé tout ça. Et les dernières informations qu'on a eues aussi, c'est autre chose dont j'avais un peu entendu parler, c'est le fait que a priori elle n'aurait pas le design du tout de la Xbox Series X, de cette Lockhart. Elle aurait plutôt le design de la Xbox One S, donc la console actuelle, en fait, tout simplement parce que la Xbox Series X, c'est sa puissance
son design est né du refroidissement qu'elle intègre. Ce refroidissement est le design en cheminée. Le refroidissement, il est complètement lié au fait que la console est vachement puissante. La low cart étant beaucoup moins puissante, il n'y a pas besoin d'un refroidissement comme ça. Donc en fait, tu peux faire une console classique. En plus, vu que la low cart, elle s'adresse quand même au grand public, avec son prix qui devrait être plus accessible, bah, c'est plus logique de proposer quelque chose, un design un peu plus conventionnel et qui se fait oublier dans le salon. Tout ça, c'est assez logique. Donc, a priori, ça devrait même être plus petit que la Xbox One S et même plus petit que la Xbox One X, a priori. Mais tout ça, il faudra attendre de voir Microsoft le confirmer, mais ça risque d'être une console assez compacte. Et puis, la dernière chose qu'on a confirmée, c'est le fait qu'a priori, elle aura pas de lecteur Blu-ray. Elle aura une puce graphique de seulement 4 teraflops. En gros, ça veut dire qu'elle fera tourner les jeux que en Full HD. Mais ce sera bien les jeux de next-gen. On en a parlé la semaine dernière déjà de cette différence. Et le processeur, en revanche, le processeur et le SSD seront les mêmes que sur la Xbox Series X. Pour garantir, pour les développeurs, ça leur facilite le boulot et ça permet d'avoir des bonnes performances malgré tout. Donc on commence à avoir un portrait robot quand même assez précis de cette console qui n'a toujours pas été annoncée. Et puis la dernière chose dont je voulais parler rapidement, c'est le fait qu'a priori, de plus en plus, les analystes sont d'accord pour dire que la tranche de prix qui semble se profiler à l'horizon, c'est que la Xbox Series X devrait être autour des 500 €. Et la Xbox donc série S ou série ES, les deux noms qui circulent, elle serait plutôt autour des 300 €, 300 ou 350 €. Donc quelque chose quand même de... Pardon ? Ça fait un peu cher, je trouve, 350 €. D'avoir que 150 pour cette différence de puissance, de matériel. Disons que j'ai envie de croire aux 300 €, effectivement, mais je ne sais pas dans quelle mesure Microsoft peut vraiment se le permettre, mais 300 €, ce serait en tout cas un très bon prix pour lancer une console de nouvelle génération. C'est clair. C'est clair. Parce que là, des gens qui ne sont pas des gros joueurs pourraient être intéressés pour prendre cette machine-là. Non, après, il manque le côté multimédia, le côté le lecteur de salon. C'est le souci. En même temps, est-ce que à l'ère de Netflix et compagnie, j'ai l'impression que les gens ont commencé à plus avoir autant besoin du lecteur Blu-ray. Bon. Je crois que t'es entouré de deux vieux cons avec Florian et moi, donc. En fait, moi je vais prendre la version avec Blu-ray. Moi, je vais prendre la version avec lecteur. Hein, mais... Je commence à lâcher un peu quand même aussi le physique. Simplement parce que par espace. En fait, c'est plus l'espace qui manque parce qu'en fait, les Blu-ray, ça prend de la place quand même. Ouais, mais il y a quand même. Après, c'est un autre sujet, mais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le Blu-ray, le physique, l'objet, ça reste quand même quelque chose que tu n'as plus avec le dématérialisé. Et les choses que vraiment tu apprécies, je pense que tu vas vouloir garder la version physique. En fait, je vais être honnête. Hein. Maintenant, j'achète encore parfois des collecteurs Blu-ray, mais je me rends compte que je ne les lis plus. J'ai la flemme de le mettre dans le disque et d'utiliser un lecteur Blu-ray. C'est tellement plus pratique de récupérer la version dématérialisée qu'au final, la plupart du temps, je ne vais pas les lire. Ouais, mais tu as combien de téras de stockage aussi sur lesquels tu peux mettre tout ça? Parce que toi, tu récupères des versions où le film fait 10 gigas, 20 gigas, 40 gigas. Non, maintenant, quand j'ai mon Blu-ray, je le rip carrément de 50 gigas, puis je le balance sur mon serveur, hein, c'est parfait. Voilà. Ouais, mais il faut pouvoir permettre de balancer à chaque fois tes Blu-ray de 50 gigas sur ton disque dur. Bon, actuellement, j'ai 22 téras chez moi, ça va, quoi. Non, mais... Nous ne vivons pas dans le même monde, pourtant je suis pas mal équipé. Ouais. 22 Tera. Ça laisse rêveur, Florian, ça laisse rêveur. Mais bon. Ouais, voilà. Mais tu vois, moi, tu m'aurais proposé une série S ou ES avec lecteur Blu-ray, je partais là-dessus, direct. J'ai pas besoin du reste. Écoute, surtout comme tu en parlais la semaine dernière, vu que la console va bénéficier des dernières technologies de Microsoft, le ray tracing et compagnie, tu te dis que tu pourras avoir des jeux qui seront bien plus beaux que la génération actuelle, sans avoir besoin d'une machine qui soit un monstre de puissance. Enfin bon. Voilà, c'était mon avis totalement personnel. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut conclure là-dessus ou on passe à la suite. Rapidement sur les plans de Microsoft, juste parce qu'on n'a pas prévu de news mais rapidement pour dire que si la console donc elle devrait être annoncée en août, il y a quand même un événement en juillet
où il y aura une conférence a priori la semaine du 20 juillet, plutôt pour parler des jeux Xbox. Donc je voulais rapidement le mentionner. Et peut-être qu'on fera un petit épisode si j'ai l'occasion d'avoir un peu de réseau pour en parler. Ça peut être sympa. Ça pourrait être sympa. Ok, allez, on termine avec les 2 dernières news. Il me semble que Cassim, tu voulais parler du Game Fest, le Summer Game Fest. Qu'est-ce que c'est ce Xbox Summer Game Fest? Alors, c'est un événement qui a l'air vraiment très sympathique. C'est en fait l'idée derrière cet événement. C'est un événement qui a déjà eu lieu pour Steam et Xbox a annoncé qu'ils voulaient y participer aussi, qu'ils voulaient faire leur truc à eux. Mais ça fait partie un peu de la même initiative. En fait, le but, c'est de proposer l'expérience qu'on aurait eue normalement si tu te rendais à l'E3 ou à la Gamescom ou à la Paris Games Week, par exemple. C'est-à-dire de pouvoir tester des jeux avant leur sortie. Souvent, d'ailleurs, à l'E3, c'est des jeux qui sont toujours en cours de développement et même assez tôt dans leur développement. Et donc, c'est des démos qui, des fois, peuvent être buggées. C'est plutôt les journalistes qui avaient accès historiquement. Et de plus en plus, c'est le grand public quand ils vont au salon. Et le problème, c'est, bon, alors déjà, cette année, le salon a été annulé, mais en plus, tout le monde ne va pas à l'E3 à Los Angeles chaque année pour tester les jeux. Et c'est quand même quelque chose d'assez limité comme public. Là, le but, c'est de proposer ça à travers Internet à un maximum de gens. Et donc, en fait, là, très concrètement, de la semaine du 21 au 27 juillet, il va y avoir plus de 60 jeux qui vont proposer une démo jouable, 60 jeux en développement, qui proposeront une démo jouable donc, à télécharger dès le 21 juillet. Et la démo deviendra inaccessible et sera supprimée du store dès le 27 juillet. Le but, c'est vraiment de donner un aperçu d'un jeu en cours de développement. Il faut garder à l'esprit donc, qu'il peut y avoir des bugs, que le jeu peut gagner en qualité avant sa sortie. Mais voilà, c'est vraiment essayer de jouer le jeu, de s'imaginer sur un salon, de découvrir des nouveautés en avant-première. Bah, c'est un peu le but là. Et donc, ça permet en particulier de mettre en avant des jeux indépendants ou des jeux à petit budget. Et en fait, ça leur donne déjà un coup de projecteur d'être dans ce genre d'initiative. Mais en plus, si les gens jouent, font des retours positifs, peut-être l'ajoutent à leur liste de souhaits sur Steam ou sur la boutique Xbox, bah, ça permet après derrière aux développeurs de gagner des financements auprès des éditeurs en disant bon bah regardez le nombre de joueurs qui nous ont mis en wishlist sur Steam notamment. Vous voyez bien qu'il y a un intérêt autour de notre jeu. Vous pouvez, enfin voilà, pour pouvoir demander des investissements, ce qui peut toujours être intéressant pour les joueurs indépendants. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez vertueux comme initiative. Et donc je voulais la relayer puisque c'est la première fois que Microsoft le fait et que pour l'instant Nintendo et Sony n'ont pas du tout l'intention de participer visiblement. Donc je trouve ça plutôt positif. Voilà, c'est du 21 au 27 juillet. En plein pendant les vacances, donc vous aurez peut-être un peu de temps pour essayer tous ces jeux. Moi j'espère. Oui. Pardon, juste, je trouve que ce serait une bonne idée si, en plus, Microsoft proposait leur propre jeu. Enfin, par exemple, s'ils font une démonstration du prochain Halo dans leur conférence, comme ils l'auraient fait à l'E3, on imagine qu'à l'E3, on aurait pu y jouer, en tout cas, les gens présents auraient pu y jouer, et donc ça pourrait être intéressant de le proposer en démo, comme ça, le prochain Halo, profiter du fait qu'il sorte sur Xbox One, et pas que sur les consoles next-gen, et c'est un avantage que Microsoft a que Sony n'a pas. Et donc, ils pourraient en profiter. Ok. Bah écoute, oui, ça serait bien. Et dans ces cas-là, tu crois qu'on a la totalité du jeu qui a été développé jusqu'à présent, ou est-ce qu'on a des niveaux juste sur lesquels on peut essayer? Non, en général, c'est vraiment un démo, un niveau du jeu qui a été particulièrement ce qu'on appelle un vertical slice. C'est que, donc, en fait, en gros, ils ont essayé de tout développer, donc les voix, les graphismes, l'audio, tout pour que ce niveau soit parfait et le plus possible proche, même si c'est en cours de développement, proche de ce qu'il y aurait dans la version finale du jeu, pour avoir un aperçu de ce que devrait donner le jeu, mais on n'a pas accès à tout ce qu'ils ont en cours de développement. Ok, merci beaucoup Cassim. Et on va terminer, je crois que tu voulais nous donner les dernières sorties du Game Pass, et peut-être les sorties aussi du Game Pass, parce que malheureusement, parfois il y en a. Oui, c'est vrai que donc ils ont annoncé là comme ça donc les sorties. Alors c'est que pour le début du mois comme d'habitude, mais donc toutes les 2 semaines il y a Microsoft qui annonce des nouveautés pour le Xbox Game Pass. Alors là on a quand même Soul Calibur 6 qui arrive sur Xbox One, donc le jeu de combat à l'épée. Voilà, il est dans le Game Pass. Si vous êtes fan de jeux de combat, c'est intéressant à télécharger. Au moins si vous êtes abonné, de toute façon c'est gratuit. Il y a un jeu indépendant.
tu payes. Oui, mais c'est intégré à l'abonnement, on va dire. Il y a aussi CrossCode, pardon, à partir du 9 juillet qui arrive, qui est un jeu un peu plus indépendant. Et il y a Fallout 76 Wastelander à partir du 9 juillet qui arrive aussi dans le Game Pass. Alors ça, c'est un jeu un peu plus particulier. C'était une sorte de tentative multijoueur de Fallout qui n'a pas très bien commencé. Ils ont essayé de mettre à jour le jeu. Le jeu, a priori, s'est un peu amélioré, mais disons que je pense pas qu'il vaut d'acheter le jeu, mais peut-être que justement dans le Game Pass, ça peut lui donner un coup de projecteur et peut-être qu'ils peuvent trouver un nouveau succès dans l'abonnement. D'accord. Fallout 76 est disponible à la fois sur Xbox et sur PC. Et sur PC, on a un jeu supplémentaire qui est Out of the Park Baseball 2021, donc un jeu de baseball. Donc tu dois faire des home runs sur l'arigot, d'où Out of the Park. Alors par contre, les départs sont un peu plus violents. Rapidement pour les citer, il y a quand même Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain et Dead Rising 4, qui sont quand même 2 gros jeux. Blazing Chrome, Undertale, Unavowed et Time Spinner. Donc pareil, des jeux un peu moins importants, mais quand même significatifs. C'est quand même quelques grosses sorties. Hein, donc, bon. C'est le jeu du Game Pass. Après, ça faisait longtemps qu'ils étaient dedans. Donc, c'est ça, mais tu sais que tu les as pour un temps limité, à part les jeux Microsoft qui a priori ne sont pas appelés à disparaître du Game Pass. Ouais. Mais bon, voilà, c'est toujours l'occasion de changer, de faire un peu de place ensuite sur son disque dur. Là, tu vois, il y a un truc que j'aimerais bien avoir, c'est que la console me signale que le jeu doit être retiré, parce que quand tu l'as téléchargé et que il ne fait plus partie du Game Pass, tu peux plus le lancer. La console te dit que tu dois l'acheter pour pouvoir le lancer. Mais ça serait bien que tu aies une icône qui te dise, je sais pas, une petite croix rouge ou un Game Pass barré, qui te dit, ben voilà, le jeu, tu peux plus jouer à cause de ça, donc vire-le si tu veux de la place. Voire même un nettoyage automatique. Ouais, ou un truc automatique. Après, ce que j'aime bien, le fait de te le signaler, c'est que si tu veux le garder pour l'acheter, par exemple, si vraiment tu l'as aimé, tu peux vouloir l'acheter pour continuer à y jouer. Au moins, voilà, tu l'achètes et tu n'as pas besoin de le retélécharger. Je pense toujours à ma connexion pourrie. Non, mais je proposais bien une option que tu ne serais pas obligé d'activer, mais une option. Mais ne serait-ce que le signaler. Parce que moi, tu vois, je m'arrivais à vouloir jouer à Fallout 4. Il était sorti du store et donc forcément, tu arrives, tu es coincé. Bon, en plus, j'ai eu la bonne idée. Je crois que je l'ai dû le télécharger 3 jours avant qu'il soit supprimé. Donc, bref. Le dernier élément que je voulais mentionner rapidement avant de terminer parce que je crois qu'on a fini nos news, c'est le jeu Sea of Thieves qui connaît un succès incroyable sur Steam, donc je voulais le signaler. C'est un jeu qui avait été lancé dans le Game Pass, qui avait quand même connu un démarrage un peu difficile. Il est arrivé sur Steam il y a quelques mois et il est toujours dans le top des ventes, voire tout le temps premier des ventes mondiales. Et il a beaucoup de joueurs simultanés sur Steam et même quand là, en ce moment, il y a une période de solde sur Steam, le jeu n'est pas en solde et pourtant il est premier des ventes. Donc voilà, ils ont retrouvé le succès. C'est plutôt positif pour les développeurs. Je voulais juste le mentionner avant de conclure. Ouais. Ok. Merci Cassim. Florian, une petite news jeu que tu voudrais partager avec nous ou tu es toujours sur ton Blazor Je pense pas qu'il y ait une news jeu. Non. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de me couper la parole ou Tu veux c'est intéressant. Je viens de penser à quelque chose. Je sais pas si vous vous souvenez, on m'avait nominé pour être MVP Insider il y a quelques semaines. Et le renouvellement MVP, c'était hier. Et j'ai reçu un email que le programme MVP Insider est suspendu parce qu'ils sont en train de revoir le fonctionnement du programme Insider. D'accord. Donc c'est assez intéressant. Je pense qu'ils essayent de. On a vu déjà qu'il n'y avait plus personne qui dirigeait vraiment le programme. Il y a quelqu'un de nouveau qui était arrivé il n'y a pas très longtemps, mais on ne sait pas trop ce que ça allait donner. Donc je crois qu'ils sont encore en train de revoir un peu comment ils vont faire fonctionner ce programme sur le long terme. Oui, oui. Ok. Bon, merci Florian pour ta petite remarque. On peut rappeler que notre camarade Christophe est à nouveau MVP, mais il n'est plus MVP sur le même titre. Il me l'a dit hier et je l'ai mangé. Mais bon, félicitations à notre Christophe. Voilà. Allez, avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube à l'adresse youtube.lifestyle.fr. Donc, vous retrouvez les lives et vous retrouvez bien sûr tous les épisodes ordinaires, les épisodes de la M-Story et les tutos. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ni M-Story, Florian, ni tuto. Hein. Va falloir qu'on se bouge un petit peu là, je crois. Oui, il me tue les mecs.
Bon. À côté de ça, vous pouvez bien sûr nous retrouver en audio en suivant le flux RSS. Donc, c'est podcast.lifetile.fr. Pour toutes les informations, vous allez sur le site. Il est là, le site, hop, tout en bas. Donc, lifetile.fr. Et si vous voulez nous rejoindre pour parler avec nous, vous envoyez un petit mail à contact@lifetile.fr et vous allez pouvoir intégrer le Slack tout simplement de Lifetile et pouvoir discuter avec nous de l'actu et de plein de choses. Voilà. Il a plus de 3 ans, il est sur le Slack. Pardon ? Je dis, il a plus de 3 ans, le Slack, il est sûr. Ah oui, non, mais nous, on n'est pas géré par Corp, donc il n'y a pas de souci. C'est nous qui gérons intégralement. Voilà. Allez. Ben écoute, merci Florian d'avoir été là. C'est dommage que tu n'aies pas pu mettre ta webcam. Je pense que d'ici au prochain épisode, tu trouveras bien une solution. Bon, sauf s'il vient de Chine en train, peut-être que je l'aurais pas reçu d'ici septembre, mais encore. Ah, parfois ça arrive, hein. Tu sais, moi j'ai commandé un truc, il a mis quand même quelques mois pour arriver depuis la Chine. Mais bon, allez, c'est une autre histoire. Merci Cassim d'avoir été là. Ben, merci à toi pour la présentation de cet épisode. Avec plaisir. Allez, portez-vous tous bien. Si vous êtes en congé, profitez-en. Je crois que c'est le moment de se faire plaisir un petit peu, de se détendre et de penser à autre chose. En attendant, portez-vous bien et puis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Salut.